Dans le Grand Matin Sud Radio avec vous jusqu'à 10h. Vos appels 0826 300 300 avec Pierre Conessa qui est avec nous ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé d'histoire et ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des radicalisations et du salafisme. Avec ce livre ce matin, Avec Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux désislamisés. Le débat aux éditions Robert Laffont. Oui, alors bon, tout le monde en prend pour son grade, oui. Si je puis dire, quoi. Et pour tout le monde. Il n'y a pas que les djihadistes, les salafistes, etc. Il y a les évangélistes, les juifs radicaux, les extrémistes bouddhistes, hindouistes, etc. Finalement, quand il y a Dieu sur la table, ça pose problème, bien souvent dans un pays. Ou en tout cas... non, je crois que d'abord... Bon, parlez bien en face du micro. Oui, oui. On a tous, si vous voulez, en tête l'idée qu'il y a un retour du religieux, ça c'est une évidence. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est surtout une montée en puissance des radicalismes religieux. J'entends par radicalisme un rapport particulier à la violence, parce que les mormons sont des fondamentalistes, mais ils sont par nature non violents. Tandis que là, on a à faire face à des montées violentes, si vous voulez, qui trouvent toutes des explications théologiques. Et finalement, moi je ne suis spécialiste de rien, si vous voulez, donc j'essaye justement de comparer, c'est ça qui me paraît le plus intéressant. Quand vous êtes dans le monde de la recherche, vous avez un morceau de gâteau, si vous voulez, vous dites aux autres, non, ne venez pas chez moi, je ne vais pas chez vous. Or, ce qui me paraissait le plus intéressant, c'était justement d'aller raisonner sur les évangéliques américains, pas les évangélistes, les évangéliques américains. Trump a constitué autour de lui un conseil évangélique dans lequel on retrouve pratiquement tous ceux qui ont soutenu la guerre en Irak. Et il la soutenait, l'invasion de l'Irak, pour des raisons théologiques. On va rechristianiser le Moyen-Orient. Donc quand on a à faire face à des individus comme ça, je ne crois pas à la thèse disant que le politique instrumentalise le religieux. Moi, j'ai l'impression que c'est le religieux qui instrumentalise le politique. Pour revenir un petit peu en arrière, la radicalisation arrive avec la modification de la société, peut-être 19e, 20e. Oui, 19e certainement. C'est-à-dire qu'il y a un choc traumatique dont on mesurait mal l'impact, c'est le darwinisme. Parce que le darwinisme démontre que l'homme descend du singe, c'est pas tout à fait l'explication théologique. Et puis ensuite, Cuvier va montrer qu'il y avait une vie avant l'apparition de l'homme. Donc, comme disaient des proches, qu'est-ce que faisait Dieu avant l'apparition de l'homme ? Mais parce que tout à coup, c'est un traumatisme qui va, en plus additionner avec la colonisation dans certaines aires culturelles, va amener à une espèce de retour identitaire dans lequel la religion va être le facteur de résistance. Et par exemple, dans l'hindouisme, qu'on voit un peu comme des gourous parcourant la rue, on a un type qui s'appelle Savarkar. Et Savarkar, dès la fin du 19e siècle, va poser l'hindouisme comme un principe de base de l'organisation territoriale, avec une géopolitique qui couvre le Pakistan, qui couvre la Birmanie, etc. Et il va lui aussi construire un discours de la victimisation dans lequel il explique que les 7 siècles d'occupation musulmane ont tué en 100 millions d'Indiens. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus de la Shoah. Et tout ça, à force d'être répété, sans aucune analyse scientifique, va constituer une espèce de revendication légitime de vengeance en retour, si vous voulez. Et donc, on a ça dans tous les domaines. Et le bouddhisme, si vous voulez, qu'on assimile un peu à Mathieu Ricard et au Dalai Lama, a lui aussi eu une histoire violente. Et c'était des guerres entre monastères avec des moines armés qui s'appelaient les moines Bop. Donc, si vous voulez, ça m'a amusé de sortir un peu, si vous voulez, de cette mythologie où on se dit il y a des religions gentilles et des religions méchantes. Toutes les religions ont un passé violent. Et toutes sont capables de construire un discours victimaire. Oui, et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça s'accroît. C'est-à-dire que pour dominer, en fait, dans le monde, et puis comme tout circule assez vite, le fondamentalisme, en quelque sorte, les plus radicaux, aujourd'hui, sont plus pressants dans l'ensemble, en fait, des sociétés et agissent beaucoup dans cette fameuse géopolitique, quoi, pour le contrôle du monde. Si vous voulez... Prenons le cas des anciens pays colonisés, par exemple. Bon, il est évident que la trahison des élites, avec la corruption, la dégradation de l'image des leaders, etc. Beaucoup en Afrique, donc là. Beaucoup en Afrique, mais aussi en Inde, par exemple. Et il faut penser que quand Gandhi déclare l'indépendance, il est assassiné par un radical hindouiste. C'est-à-dire par quelqu'un qui était de la tendance Savarkar et qui disait il ne faut pas que le Pakistan existe. Le Pakistan est une terre hindouiste et donc il était contre la sécession. Il faut penser que quand il y a les accords de paix de Camp David, Sadat et Rabin sont assassinés chacun par un radical de son propre camp. Et donc on n'a pas fait attention, si vous voulez, à cette transition qui, à mon avis, s'est passée aux alentours des années 2001 ou 2002, où il y a, sur toutes les grandes aires religieuses, des actes de violence très caractéristiques. Et donc, évidemment, on peut penser qu'on est plutôt dans une phase croissante. Par exemple, au Myanmar, vous avez l'expulsion donc de ce qu'on appelle les Rohingyas, c'est-à-dire les musulmans que les Anglais avaient laissés derrière eux, que la Birmanie indépendante considère comme apatrides parce qu'ils disent c'est pas des bouddhistes. Et il y a actuellement 750 000 Rohingyas qui sont dans des camps à la frontière du Bangladesh et du Myanmar,
dans une zone inondable, puisque c'est le delta du Gange. Ouais. Donc, je veux dire, on a les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, de temps en temps, les radicaux sont des massacreurs, de temps en temps, ils sont victimes. Alors, il y a un dénominateur commun, vous le dites, c'est une foi, une terre, un peuple. Oui, c'est la base, effectivement, de toutes les idéologies politiques de ces radicalismes. Et donc, ils ont une géopolitique, quand on va, par exemple, sur leur site politique, comme celui de Modi, par exemple, on s'aperçoit qu'effectivement, la revendication identitaire des hindouistes va jusqu'à l'Afghanistan et jusqu'à la Birmanie. Bon. Si vous allez sur le site des salafistes, ou vous prenez par exemple la carte déclarée par Ben Laden après les attentats du 11 septembre, vous incluez l'Indonésie et puis évidemment toute l'Asie centrale. Donc ils ont tous une géopolitique qui évidemment est très contestatrice des frontières actuelles. Ouais. On va continuer dans un instant avec vous, Pierre Conessa. Vous pouvez nous appeler, réagir. On reviendra peut-être aussi sur l'actualité. On a évoqué les élections américaines à l'instant. Il y a des caricatures de Charlie, bien sûr aussi, l'assassinat de Samuel Paty. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On vous attend au standard. Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, Pierre Conessa est avec nous. Avec Dieu, on ne discute pas. Le radicalisme religieux désislamisé, le débat aux éditions Robert Laffont ce matin avec nous. Et vos appels 0826 300 300 avec Pierre qui est avec Toulouse, nous ce matin. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Conessa peut répondre à toutes les questions en fait autour des religions, et y compris d'ailleurs les caricatures de Charlie. Hein. Pierre. Oui. Alors je trouve que le titre déjà de l'ouvrage est assez provocateur, puisqu'au fond, a priori, Dieu ne donne pas la parole. Bon, alors bien sûr, on dirait que la peur fait vendre, et que peut-être que vous vendrez bien votre livre, mais je crois surtout que la multiplication d'associations en France, comme d'ailleurs à l'étranger, comme aux États-Unis, a beaucoup plus d'impact aujourd'hui qu'elle ne l'avait avant. C'est-à-dire qu'au fond, le discours de l'homme politique devient pratiquement inaudible, alors qu'au fond, le pragmatisme des associations permet au fond de percer la pensée des autres. Et je crois que malheureusement, tant qu'on aura toujours ces associations qui auront beaucoup d'impact, on aura une influence religieuse au sein même des politiques. Alors bien sûr, moi je suis pour la défense de la laïcité à 100%, mais on voit que même dans le monde, on va dire, franc-maçon, il y a un impact quand même non pas de la religion, mais on tombe sur des gens qui sont extrêmement laïcards d'un côté, et puis des gens beaucoup plus modérés. Et le fait qu'il y ait des gens trop laïcards coupe le débat avec justement les religieux. Vous voyez, bon, moi j'entends toujours à bas la calotte en 2020. Moi cette expression m'agace, alors qu'au fond on ne peut pas justement discuter si on commence par dire à bas la calotte. Alors bien sûr, on peut revenir en effet sur les caricatures. Ouais. Moi je suis pas contre bien sûr les caricatures, mais je trouve que si par exemple aujourd'hui on prenait Marianne, qui est donc la représentante de la France, c'est-à-dire on prenait, je crois qu'elle s'appelle Castaldi. C'est ça. Voilà. Non, c'est. Enfin bon, mais peu importe, oui. Peu importe, mais que, bon, derrière, on fasse un dessin aussi caricatural que vient d'être fait le dernier dessin de Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'on mette Marianne en position d'être sodomisée par exemple, le président de la République française. Je ne sais pas si derrière, les Français l'accepteraient, alors que quand même, comme on ne parle pas de personne en particulier, ce n'est pas condamnable. Donc je crois que quand même il y a une réflexion à avoir, surtout que comme je dis toujours, à qui profite le crime de la caricature. Et à mon sens, elle ne profite pas aux citoyens français, puisque lui, au fond, c'est pas lui qui dessine les caricatures. Alors Pierre Conessa, sur les provocations, en quelque sorte, les caricatures sont là pour provoquer, mais sur le début de la question de ce monsieur, il y a un aspect qui est important parce qu'il parle de la poussée des associations. La caractéristique de ces radicalismes, c'est pas la société la peur, hein, c'est qualifier politiquement le mouvement. La caractéristique de ces radicalismes, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie.
que ce soit les évangéliques américains, que ce soit les salafistes, que ce soit les juifs radicaux, vous avez partout des imams, des rabbins, des prêtres autoproclamés, des pasteurs autoproclamés. Et ça, c'est un aspect extrêmement important à comprendre. Et vous avez raison de constater que, en fait, en France, à la différence de ce qu'on a eu en 1905, il fallait expulser les congrégations, c'est-à-dire que ça fournissait une cible politiquement relativement gérable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous n'avez plus de congrégations, vous avez simplement de multiples acteurs, et c'est la difficulté devant laquelle se trouve le gouvernement français, comme d'ailleurs les gouvernements des grandes démocraties. Sur votre deuxième question sur les caricatures, il y a une tradition française de la caricature. Pensez que Daumier a caricaturé les magistrats, les hommes politiques, etc., etc. Donc c'est une tradition, c'est une espèce de tolérance acceptée des limites de la critique. Cela dit, si on estime qu'on est diffamé, il y a un droit de la diffamation. Donc je ne pense pas qu'il faille transiger, si vous voulez, sur la question. Le droit de diffamation pour Erdogan, là, c'est plus compliqué quand même, quoi. Oui, mais là, ce sont des hommes politiques, donc c'est plutôt la dimension psychiatrique qu'il faudrait traiter. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Si on commence à transiger sur la question de la laïcité, si vous voulez, après, c'est la porte ouverte à tout. Encore une fois... Moussaoui, hier, a mis un cadre, hein, vous avez entendu, du CFCM en disant, oui, mais il faut... oui, à la caricature, mais il faut un cadre, etc. Qu'est-ce que... Je crois que cette crise... la décapitation de Samuel Paty marque une véritable fracture à l'intérieur de la communauté musulmane. Ouais. La véritable fracture, c'est le fait que justement les instances représentatives de l'islam de France, quelle que soit leur coloration, qu'ils soient frères musulmans, qu'ils soient laïcs, etc., ont tous désapprouvé absolument la décapitation et l'assassinat. Ensuite, ils ont fait des communiqués disant « faites attention, c'est blessant, etc. » Et par contre, vous avez sur le net encore des tas de gens qui se revendiquent de l'assassin, qui le félicitent, etc. Donc il y a bien une fracture à l'intérieur de la communauté musulmane. Et la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on rétablit ce lien de façon à ce que tous ces égarés, si vous voulez, qui en font une espèce de héros négatif, reviennent dans la République. Cédric est avec nous aussi de l'Hérault. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bien, c'est Cédric. Vous avez une question et une réflexion par rapport en fait à ce qu'on vient d'évoquer avec Pierre Conessa. Complètement, puisqu'en fait on se retrouve dans une situation où tout le monde s'alarme depuis ces derniers attentats, notamment il y en a eu un en préfecture il y a quelques mois de ça, et je trouve un petit peu inadmissible qu'en fait tout le monde disait plus jamais ça, et puis ça continue. La radicalisation existe depuis la nuit des temps, puisqu'en fait à l'époque les catholiques étaient radicaux, puisqu'en fait c'était eux qui dirigeaient le pays, et même le roi des fois n'avait rien à dire, puisqu'en fait s'il décidait de pendre, décapiter, couper une oreille à quelqu'un qui avait fait des choses mal selon l'Église, voilà, c'était fait. Je suis athée, hein, je crois en rien, mais je trouve quand même inadmissible qu'aujourd'hui, en fait, on n'ait pas trouvé de solution contre cette radicalisation. Et j'écoutais Pierre qui parlait tout à l'heure, hein, qui disait qu'en fait, effectivement, on se serait alarmé si Marianne avait été ceci, si Marianne avait été cela. Je suis allé vite fait sur Internet, Marianne, on l'a voilée sur Charlie Hebdo. On n'a tué personne, on n'a pas tué de musulmans, on n'a tué personne. Donc voilà, on l'a mise toute nue, on n'a tué personne. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, il faudrait peut-être penser réellement à de véritables solutions contre la radicalisation. Elle s'implante même dans les ministères, elle s'implante dans la police, dans la gendarmerie, également dans l'armée. Ça fait qu'en fait... C'est-à-dire qu'elle pénètre, quoi. Plus importante. Elle pénètre complètement partout. Je ne sais pas si c'est s'implanter, parce que s'implanter, c'est... Mais pénétrer, c'est vrai. C'est une gangrène qui arrive partout, et en fait, on ne peut plus l'arrêter. Pour l'arrêter, c'est comme la gangrène, il faut couper le bras. Avant que ça arrive partout. Donc ça veut dire que c'est des expulsions, c'est des interpellations. Mais il faut faire des choses radicales, il faut faire des choses réelles. Il ne faut pas se mettre autour d'une table, discuter, patati, patata. Non, c'est fini ça. Il faut agir. Des mesures radicales face par les autres pays ou quoi que ce soit, on va à l'attaque. On ne dit pas, on va attendre une troisième attaque. Peut-être qu'il faut pas. Non, il faut être réel, et puis il faut faire des choses réelles. On a la malchance d'avoir quelqu'un au gouvernement qui, c'est méchant, hein, mais c'est péteux. C'est on va éviter ceci, on va éviter. Non, faut y aller, faut aller au front. Faut pas faire semblant. Il faut vraiment faire les choses telles qu'elles doivent être faites. On avait des présidents qui étaient vraiment puissants. On a un président au jour d'aujourd'hui, il n'écoute rien. Il décide, comme là pour le coronavirus, ils savent plus ce qu'ils font. Mais c'est du grand n'importe quoi. Pierre connaît ça, donc à Cédric. Hein. Merci de votre question. Restez effectivement à l'écoute, et vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300. Des mesures radicales face aux radicaux, Pierre connaît ça. Oui, encore une fois, moi, ce qui m'a motivé, c'est de voir la multiplicité des pratiques radicales dans différentes religions. Par exemple, en France,
vous avez plus de conversions vers l'évangélisme que vers l'islam. Mais évidemment, ce sont les conversions à l'islam qui nous préoccupent à chaque fois en disant comment c'est inadmissible. Plus de conversions, mais peut-être parce qu'il y a davantage aussi de personnes qui sont déjà aussi converties. Oui, mais si vous voulez, on en oublie parfois la boussole qui indique le Nord. La France est le pays qui a la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté musulmane et la plus grosse communauté juive des pays de l'Union européenne. Nous n'avons des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc, quand on m'explique que le modèle d'intégration français ne marche pas, je trouve que c'est prendre le problème à l'envers. Donc, il y a un refus de l'intégration, et ce refus de l'intégration est construit sur une identité religieuse où les lois religieuses sont censées prendre le pas sur les lois de la République. Donc, moi, ce qui me frappe, et je le disais déjà en 2014, c'est que c'est d'abord l'intégration de cette communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre environnement un médecin, un avocat, un banquier, un avocat musulman. Et tout à coup, on les interpelle quand il y a un attentat en leur disant « Bon alors, vous êtes musulman, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils disent « Mais attendez, moi j'ai trouvé ma place dans cette société, je n'ai pas besoin de sortir ma carte de musulman, pourquoi m'interpellez-vous à ce titre-là » Donc ça, si on renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que si on tape, si vous voulez, de manière indifférenciée sur cette communauté, là, c'est un danger grave. Cela dit, sur le fond, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Regardez dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. L'imam Zekraoui, là, je me souviens. C'est Frapouille. Il avait un dossier lourd comme un semi-remorque. Il avait attaqué une mosquée. Il avait attaqué la mosquée de Chalgoumi, parce que Chalgoumi est un imam républicain. Ils avaient cassé. Bon, Chalgoumi n'a pas voulu porter plainte. Il avait été frappé d'une mesure d'échéance de nationalité qui a été refusée par la commission. Le préfet l'avait demandé. Et donc, ce type, il est resté sur le territoire sans aucune raison. Et c'est lui qui va mettre le feu, si vous voulez, au réseau quand le père de famille viendra effectivement raconter ce mensonge, parce que toute l'histoire est construite sur un mensonge. Et donc, ce genre de personnage-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis pour le ramener directement à l'Algérie. Mais l'Algérie ne veut pas le reprendre. Alors, cela dit, moi, je ne veux pas me laisser impressionner par ce que racontent les défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi ? Quand les Anglais, vous savez, avaient laissé constituer le Londonistan à Londres et qu'ils ont eu les attentats, tout à coup, ils se sont découverts que, contrairement à ce qu'ils racontaient, ça ne les protégeait pas. Ils ont négocié avec les pays d'où étaient originaires la plupart des membres de ce Londonistan, en exigeant qu'ils ne soient pas condamnés à mort. Quels sont les moyens économiques, politiques qu'ils ont utilisés? Mais toujours est-il qu'ils se sont débarrassés de tous ces grands leaders, Abou Qatada, Abou Hamza, etc. Et ils les ont tous renvoyés dans leur pays d'origine. Donc on ne me raconte pas que c'est pas possible. Encore, il y a beaucoup d'appels. Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour, de Châtenay-Malabry. Oui, Dominique. Absolument. Alors, écoutez, je ne sais pas si ma vision est très orthodoxe, mais j'avoue que moi j'aurais tendance à exclure totalement l'aspect religieux des choses. Pour moi, ce qui compte, c'est finalement l'action violente au nom d'une idée qu'on essaie d'imposer à la société. Donc, je ne vois pas, si on exclut cet aspect au nom de quoi on agit, je ne vois pas de différence entre les actions violentes, le radicalisme au nom d'une religion et action directe, les brigades rouges ou tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est exactement pareil, c'est du terrorisme. La seule chose qui compte, c'est l'État est confronté à une violence illégitime, il doit répondre par des moyens adaptés pour mettre fin à cette violence, j'allais dire par tous les moyens que la démocratie accepte, y compris s'il faut atténuer quelque peu les libertés publiques pendant un certain temps. Mais quand on voit les brigades rouges, Action Directe, la bande à Bader, elle a fini par être éradiquée avec des moyens, on connaît les moyens qui ont été employés. Donc je vois pas du tout, je ne comprends même pas, la religion c'est l'habillage. Il y avait la religion communiste, il y avait le marxisme. Là, aujourd'hui, c'est l'islam. Demain, ça peut être, j'en sais rien, la religion des pots de chambre ou des adorateurs de il y a des sectes. Il y a des sectes, en fait. Donc, ça n'a aucune importance. L'habillage n'a strictement aucune importance. La seule question que je me pose, c'est si l'État ne traite pas, j'ai presque envie de parler comme le professeur Raoult, si l'État ne traite pas cette maladie, est-ce que la guerre civile n'est pas inévitable et même est-ce qu'elle n'est pas, à la limite, qui est quelque part déjà en œuvre, puisqu'on n'a pas vraiment traité de manière radicale le radicalisme. Restez avec nous, Dominique. Pierre connaît ça. Je trouve votre analyse un peu surprenante, parce qu'effectivement, tout ce terrorisme d'extrême gauche qu'on a connu dans les années 70, 80, etc., on l'a résorbé, si vous voulez, par des pratiques policières. Et rappelez-vous qu'on avait déjà à l'époque des compagnons de route qui expliquaient que si on réprimait Baader-Meinhof, c'est parce que l'État allemand était toujours en état nazi. Bon. Donc je ne veux pas tomber là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris, c'est quand même une motivation religieuse. C'est un attentat qui a été organisé par des salafistes qui se sont développés en Irak et en Syrie. Si on a eu l'invasion de l'Irak, c'est aussi avec le soutien évidemment des néoconservateurs américains, mais
et aussi des néo-évangéliques. Et donc, vous ne pouvez... Et si aujourd'hui le processus de négociation en Israël est bloqué, il est bloqué par le déplacement religieux du centre de gravité du gouvernement de Netanyahou. Donc, éliminer la cause religieuse, si vous voulez, dans ces conflits, me paraît effectivement une analyse à laquelle je ne peux pas adhérer. Il les classe au même niveau, quoi, en tant qu'organisation terroriste, quoi. Oui, mais vous êtes obligé de vous battre aussi sur le terrain religieux. Oui. Sinon, si vous laissez cette espèce de fossé qui existe entre la laïcité et l'expression de ces radicalismes, vous en faites des délinquants, ce que ça n'est pas. Alors ensuite, vous avez par exemple... On ne peut pas interdire, vous le dites bien d'ailleurs, les religions, etc., qui nous conduisent vers le marxisme, le fascisme, le nazisme, quoi, hein, bien sûr. C'est vrai, on a quelque chose d'assez semblable, puisque rappelez-vous, on avait aussi l'adhésion, le culte de la personnalité, on avait les compagnons de route, etc. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui est très spécifique. Si vous avez des gens qui considèrent que le texte religieux sur lequel ils s'appuient est incréé, c'est-à-dire donné directement par Dieu, vous allez lui opposer la Constitution. Oui, bon, si vous leur dites que vous savez, ni Moïse, ni Jésus, ni Mahomet, ni Bouddha n'ont jamais écrit la moindre ligne de leurs mains. Ouais, il y a un petit doute sur le caractère incréé. Mais ça ne les convainc pas. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain où il n'y a pas de thème d'échange. Pierre Conessa, peut-être un dernier mot sur l'actualité. Est-ce que Dieu va jouer un rôle important, si je puis dire, sur l'échiquier des élections américaines dans quelques jours ? Ah, incontestablement, oui. On arrive à ce miracle extraordinaire que Trump, qui est l'individu dont la vie a été la plus dissolue des présidents de la République, des présidents américains, se retrouve soutenu par les évangéliques. Et alors, quand on pose la question aux évangéliques, mais enfin, c'est quelqu'un qui a divorcé 3 fois, qui parle de pincer les fesses des femmes, etc., ou de les attraper par le sexe, ils disent, oui, mais ça fait rien, c'est lui qui applique notre programme. C'est-à-dire qu'il reste soutenu par cette communauté évangélique, qui est une puissance importante aux États-Unis. Donc, moi, je crois que ça va jouer un rôle. Simplement, effectivement, ils n'ont pas la conception de la laïcité comme nous. Ils considèrent que de critiquer les religions est quelque chose qui n'est pas légitime, alors que nous avons cette tradition-là. Merci. Avec Dieu, on ne discute pas aux éditions Robert Laffont. C'est passionnant, Cécilie. Vous aviez relevé beaucoup d'exemples, on n'a pas pu parler, effectivement. Il y a tellement de choses à dire sur le rôle des femmes, justement, dans toutes ces religions. Juste un petit mot sur quelque chose qui est cocasse. Vous avez vu le Love Jihad en Inde, cette campagne qui fait que les radicaux hindouistes considèrent que si de jeunes musulmans séduisent des jeunes hindouistes filles et qu'ils le convertissent à l'islam, c'est en fait une entreprise radicale. Et donc, ils autorisent par la loi les parents à demander la dissolution du mariage. Donc, la femme n'existe pas, on le sait. Voilà, c'est ça. Mais elle n'existe nulle part dans votre bouquin, malheureusement. Il y a le viol halal. Le viol halal, oui, absolument. Il faut lire, vous verrez, c'est assez... en tout cas, ça vous donne c'est très étonnant. Une ampleur de ce que sont les religions aujourd'hui. Restez avec nous, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Avec Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux des islamisés, le débat aux éditions Robert Laffont.